Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je reçois de nouveau, comme tout récemment, les camarades Anthony et Colin. Bonjour messieurs, comment ça va ? Bonsoir, nickel et toi ? Ça va bien, comment ça va Anthony ? Ça va très très bien, toujours très bien. Alors pour ceux qui n'auraient pas, j'espère que je les publierai dans ce sens, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi le précédent épisode avec Anthony et Colin, je vais vous demander de vous présenter. Colin, on commence par toi. Eh ben avec plaisir. Colin Damon, je suis développeur essentiellement Java. Ça veut dire que une fois par an, je fais autre chose pour m'assurer qu'en fait j'aime bien Java. Chez Hippon Technologies, où je m'occupe aussi de la chaîne Twitch de Hippon, de la communauté software, des software crafters de Hippon, du programme de mentoring, etc. Bref, j'aime bien tous les trucs qui tournent autour du software craftsmanship au sens large. Anthony, présente-toi. Alors moi du coup on dit souvent, alors c'est sans doute lié à une personne ici, que je suis un peu quelqu'un qui fait de la peinture et des gommettes, parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le front, alors que toi Colin c'est le back. Et moi j'ai globalement les mêmes aspirations sur le software craftsmanship autour du front. Et je voulais juste redire un truc qui semble essentiel pour moi, c'est que dans le front, il y a une partie mécanique et une partie style, et je fais aussi du style, voilà. Alors si je vous ai dérangé à nouveau pour ce nouvel épisode, c'est sur une proposition de Colin, et aujourd'hui on va essayer de parler DDD. Dans certains épisodes précédents, j'essayais de vous expliquer en quoi DDD peut vous aider au quotidien dans votre métier de dev. Aujourd'hui, on va prendre un autre parti, c'est de dire que DDD c'est pas forcément simple et que, en tant que, on va dire, passeur de connaissances, que ce soit pour vous via votre chaîne Twitch, via les meet-up ou moi via le podcast, on a un rôle de transmission à passer et que c'est pas toujours simple. Colin, t'avais des trucs en particulier là-dessus? Ouais. Je peux peut-être parler de comment moi j'ai découvert le DDD. Qu'en fait, il y a pas mal d'années maintenant, dans mon entreprise, on décide de faire des microservices parce que c'était un peu hype-driven. Et j'étais dans l'équipe qui devait... mon rôle, c'était déjà d'accompagner les gens pour faire ça. Donc, je commence à me renseigner, je lis les blogs de Martin Fowler, je commence à lire le bouquin de Sam Newman. Et puis, à la deuxième ligne du bouquin de Sam Newman, donc Building Microservices, il y a écrit les microservices sont construits autour des bounded context CF Blue Book 2003. Bon, je lis le Blue Book 2003, quoi, le bouquin d'Eric Evans, 600 pages, 2003, je comprends vaguement des trucs, puis en fait, je me rends compte qu'il y en a un autre qui s'appelle le Red Book, qui est écrit par Vaughan Vernon en 2013. Je le lis. C'est dur, hein. C'est dur à lire, hein. C'est l'écriture, c'est vénère. Ouais, les deux sont pas fun à parcourir, hein. Ouais, mais enfin moi, alors après c'est peut-être le moment où je l'ai lu, etc. Mais tout particulièrement le rouge, c'était compliqué quoi. Je les lis. Franchement, j'en tire rien d'utilisable, rien d'exploitable. Mais j'ai ces idées-là dans ma tête quelque part. Le temps passe. Donc à cette époque-là, j'étais à Clermont. J'arrive à Lyon et puis je découvre qu'il y a un groupe qui parle de ça. Donc je les découvre pour un autre truc. Puis je vais à une session qui parle de ça. Puis les gens, ils font des choses autour de ça. Et c'est là où j'ai pu commencer à connecter les lignes, à connecter les trucs entre eux, parce que ces concepts que j'avais lus mais que j'avais pas forcément... Je pensais en appliquer certains, mais enfin c'était pas clair, etc. J'ai pu connecter les points un peu en commençant à en parler, et j'ai vraiment connecté les points sur le projet dont on a parlé dans le podcast précédent. On a pu utiliser certains des outils, mettre ça en place, et là c'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement concret pour moi. Mais cette manière d'aborder le DDD par tout seul avec les bouquins, clairement pour moi c'est une erreur. C'est pas la bonne manière d'aborder. J'en avais pas d'autres, donc j'ai fait celle-là, mais j'ai perdu un temps et une énergie folle à faire ça, je pense. Et Anthony, t'es arrivé comment toi sur DDD ? Alors moi du coup justement c'était assez l'inverse de Colin. Moi c'est un jour quand je travaillais dans une expérience précédente finalement, où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit tiens il y a un événement des crafters, et moi du coup je connaissais pas du tout les meet-up à ce moment-là, du coup je suis allé,
Et c'était justement une soirée de DDD. Et du coup, tout ce qui était autour du TDD, je connaissais déjà, parce que j'avais déjà fait pas mal de choses autour de ça, même si aujourd'hui, je pense que j'ai plus la même compréhension qu'à l'époque. Et justement, je me suis dit, tiens, encore un truc en DD, mais que j'avais jamais entendu parler, qu'est-ce que ça va être, tu vois. Et du coup, je vais à cette session-là, et j'ai eu la chance d'avoir une session un peu présentation, comme on fait de temps en temps au Crafter. Et ça m'a aidé à commencer à comprendre plein de choses, à voir qu'en fait, dans mon quotidien, il y avait plein de choses que j'ignorais. Et je pense que le fait d'avoir participé à cet événement-là, de cette manière-là, m'a vraiment aidé à rentrer dedans, à prendre le bouquin, le Big Blue Book, à commencer à voir des choses dedans, à me renseigner un peu par ailleurs, et à commencer à faire plus par l'expérimentation que par la pure lecture, finalement, d'informations. De mon côté, moi c'était, j'ai découvert DDD, je crois que j'ai raconté dans un vieil épisode, mais j'ai découvert DDD sur un poste qui m'intéressait, une boîte où je voulais aller, et a priori ils faisaient du DDD, ils avaient du CQRS, Event Sourcing, je me suis dit vas-y je vais regarder ça, et puis je pourrais faire illusion d'entretien. Donc j'ai trouvé 3 articles de blog, et j'en ai lu 1, j'ai pas compris, j'en ai lu 2, j'ai pas compris, j'en ai lu 3, j'ai toujours pas compris. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais du coup l'entretien, c'est pas moi qui ai été pris. Ça c'est pas très grave. Et après coup, j'ai découvert le meet-up DDD, donc j'ai essayé d'y aller, et le premier meet-up, j'ai vraiment rien compris du tout, c'était hardcore. Il y avait des acronymes de partout, il y avait plein de gens qui étaient déjà plus ou moins spécialistes de ça et qui parlaient dans leur jargon, enfin on aurait dit le sketch des inconnus, pour les boomers de mon espèce qui connaissent les inconnus, où il y a des gens qui parlent avec un vocabulaire où on ne comprend absolument rien. Et j'ai mis plus d'1 an à revenir, et en fait je suis revenu effectivement par les autres meet-up des crafters de Lyon, et pas que d'ailleurs, j'allais régulièrement au Mug Lyon, et l'écosystème de personnes est globalement le même, et d'en parler un petit peu de manière ponctuelle, ça m'a permis de prendre 2-3 clés, et puis j'ai ouvert le Blue Book et le Red Book, je crois que j'ai jamais allé vraiment au bout, mais ça m'a redonné d'autres clés, et comme toi Colin, à la longue, j'ai fini, en revenant au meet-up, à en rediscuter avec des gens, j'ai fini par connecter des choses entre elles, et j'ai fini par me faire une petite compréhension de tout ce qu'il y a là-dedans et de tout l'écosystème que ça représente. Moi aujourd'hui, je reste persuadé que l'approche que j'ai eue en commençant par les bouquins, la théorie, etc. était pas bonne parce que je me suis mis trop de concepts en tête dès le début. Et donc aujourd'hui, quand j'introduis le DDD, quoi que ça veuille dire, dans mes projets, en fait, je donne aucun terme, je donne pas du tout les trucs. En fait, j'utilise certains des outils du DDD au quotidien sur mes projets, et les développeurs qui connaissent pas et qui rejoignent le projet, je ne leur dis pas ce que c'est. Je leur dis voilà, cet objet, tu vois, ce type d'objet, on le fait comme ça, comme ça, comme ça. Et quand ils sont à l'aise pour coder ce type d'objet, un jour au café, je vais introduire un terme. Je vais dire alors en fait ça c'est telle chose, et maintenant on peut l'appeler comme ça, ce sera plus facile pour nous quand on en discutera. Mais je le fais dans ce sens-là, je donne pas les termes. Pour moi aujourd'hui la meilleure manière d'introduire le DDD sur une mission, c'est de pas en parler. Tu es sur une architecture, sur quelque chose qui te permet d'avoir un domain model, donc cette modélisation dans le code des problèmes métiers. Les gens c'est déjà compliqué, c'est déjà pas la même approche que celle à laquelle on peut être habitué avec des creux dynamiques, des choses comme ça. Et dans ce domaine modèle, il y a différentes choses. Alors on va éviter de dire plein de noms ici, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais j'aide les gens à les coder. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, je sais pas si j'y arrive. J'aide les gens à les coder, et après seulement je leur dis en fait ça c'est tel concept. Et je commence souvent par les deux qui me semblent les plus simples à aborder en DDD, je vais être obligé de dire des noms, qui sont les value objects et les domain events, puisque c'est des petits objets immuables qui fonctionnent tout seuls, qui sont un peu plus simples à concevoir. Et donc je dis ça en fait c'est un value object. Tu vois, si notre first name dans l'application c'est pas des strings mais qu'on a un objet first name, voilà les raisons qui sont derrière. Voilà ce que ça apporte. Etc., etc. Et donc j'essaye moi aujourd'hui de l'introduire comme ça dans mes projets. Moi j'aime bien aussi, si jamais
partir aussi d'autres outils qu'il y a autour, par exemple mettre en place des pratiques d'abord, etc. Mettre en place par exemple un des outils que je trouve excellent pour parler de tout ce qui est langage, comment nommer des choses, parce que c'est un des trucs du DDD, qui est le Type Driven Development. Je trouve que c'est un excellent outil pour mettre en place un pied dedans, et que ça aide à vraiment avoir à la fois du concret, parce que quand on va faire des types, ça va être concret, et à la fois commencer à parler de notions sans pour autant assommer les gens avec. C'est une démarche que je partage, que j'essaie de faire. Après, ça dépend les équipes avec lesquelles je vais pouvoir bosser. Mais effectivement, de faire les choses d'abord et de les nommer ensuite, histoire de limiter la résistance au changement en assénant un vocabulaire qui est parfois un peu qui peut donner un air snob un petit peu. Et puis effectivement, c'est quand même plus sympa de mettre un terme sur quelque chose qu'on a compris, plutôt que de commencer à parler d'un truc qu'on comprend pas forcément. J'ai un peu une approche qui se rapproche de la vôtre. Moi, je vais me centrer sur du coup, pour employer le terme, sur tout ce qui est ubiquitous language. Je vais essayer de m'arranger pour que effectivement tous mes termes métiers apparaissent clairement dans le code. Donc je vais passer beaucoup de temps avec mon PO, mon PM et toutes les personnes concernées, histoire de centrer sur le vocabulaire, être sûr de savoir de quoi je parle et mettre les bons termes, que quand il y a d'autres devs qui arrivent sur le projet, ils soient pas paumés avec avoir une traduction de plus à faire, qui est quelque chose qui soit souple là-dessus. Et en même temps, après je déroule l'approche un peu type driven, comme tu le disais Anthony, d'avoir justement avec beaucoup de value object, d'avoir un minimum de string de int, de type primitif, d'avoir toujours des types qui sont plus expressifs que ça. Et ça, je pense que ça cadre un bon départ sur le projet. Après, il y a d'autres questions. Comment vous faites, vous, si vous avez envie à un moment de faire venir des concepts un peu plus compliqués en termes d'archi, de pattern ou de pratique? Je sais pas si vous avez déjà fait de l'event storming chez certains clients. Moi, je n'ai pas encore réussi à le placer. Alors moi, je démarre tous mes projets là par un gros event storming big picture. De toute façon, mes projets démarrent par ça. J'en fais pas forcément beaucoup d'autres, tout simplement parce qu'avec la Covid, c'est plus compliqué à organiser, on va pas se mentir, et en ligne, je trouve ça un peu moins bien. Mais de toute façon, tous mes projets, toutes les réponses, tous les machins, je démarre par un event storming big picture qui me permet deux choses. Déjà, un partage qui permet plus de deux choses, qui permet un partage de connaissances entre tous les acteurs, qui me permet, moi, d'observer les interactions entre les gens. Puisque je trouve que c'est un très très bon, c'est une très bonne scène pour voir comment se passent les interactions dans une équipe nouvellement formée, et qui en plus donne une big picture, permet de se mettre d'accord sur des premiers termes d'un ubiquitous language qui effectivement est la base. Donc moi je commence toujours par ça, et ça marche pas toujours. J'ai eu des premiers event storming qui ont pas marché, mais c'est pas grave, je les ai arrêtés au milieu, on est passé à un autre atelier, et par contre j'en ai qui marchent très très bien. Ça fait quoi un event storming qui ne marche pas, du coup? Je suis curieux. Ça fait moi j'ai pas d'événement puisque en fait mes données elles arrivent et je les affiche à l'écran, et c'est ça mon application. Ah bon, mais comment elles arrivent? Elles arrivent, on sait pas, les gens qui savent ils sont pas là, puis moi je veux juste les afficher. Tu veux faire quoi sur ces données? Je veux juste les afficher. Et donc quand t'as fait 5 fois non, en fait mon but c'est de les afficher, et que tu vois que t'auras pas d'événement, que t'auras pas de choses comme ça, l'event storming est pas forcément le bon atelier, parce que je commence par c'est quoi les événements qui changent mon système, et t'as certains cas où les stakeholders ne les voient pas encore. D'accord. C'est intéressant ça comme retour un petit peu à un event storming qui marche pas. Et par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça peut échouer, mais pour d'autres raisons. Par exemple, on déroule un event storming, et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inconnus sur un plan. En fait, faut pas le voir comme un échec de l'atelier en lui-même, mais plutôt tiens, en fait, c'est ce point-là qu'on va devoir travailler, parce que il a l'air important d'un point de vue métier, ça peut vouloir dire ça, mais on a peu de connaissances là-dessus parce qu'on a du mal à le cerner. Et du coup, ça peut être un super indicateur de qu'est-ce qui est pas clair finalement. Et avoir quelque chose de clair, je pense que c'est la première clé pour représenter le métier. Et du coup, finalement, le premier ticket d'entrée dans le DDD finalement.
Et je pense qu'il y a des cas où il vaut mieux partir sur un event modeling qu'un event storming. Sauf que moi, je suis pas assez à l'aise avec cet atelier, j'en ai jamais réussi, donc je peux pas les animer. Je suis pas suffisamment confortable pour en animer un, mais c'est un outil qu'il faut que je rajoute à ma boîte à outils, parce que je pense que dans ce cas d'event storming où les gens voient vraiment que les écrans, l'event modeling est beaucoup plus adapté et il faut que j'apprenne à les animer et à switcher si je détecte ce cas-là. Donc l'event modeling, c'est encore un autre format de travail que je connais pas non plus. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. C'est dans ma pile de trucs à regarder. Ouais, je voulais dire, j'ai juste 2 choses à dire sur l'event storming et l'event modeling. En fait, déjà, c'est pas forcément des ateliers qui sont hétérogènes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un event storming et un event modeling. Ils ont pas forcément le même but. Pour reprendre ce que dit un de nos collègues, qui est des crafters, c'est l'event storming, c'est plutôt dans la phase découverte du problème, et l'event modeling, ça va plutôt être dans la sphère de la solution finalement. Et du coup, l'event modeling, il va être beaucoup plus concret sur l'enchaînement vraiment réel des différentes actions qu'il va y avoir dans la solution finale. Parce qu'il prend ce parti de un logiciel, même si t'en as plusieurs briques dedans, plusieurs contextes, tu peux le voir comme une séquence, et de ce parti pris, c'est comme ça que tu arrives à représenter des événements qui se succèdent, même s'ils sont paralysés, et du coup c'est comme ça que marche l'event modeling. C'est super intéressant. On est parti de comment introduire le DDD et on est en train de parler de l'event storming et de l'event modeling, et je suis en train de me dire qu'en fait c'est peut-être une super introduction au DDD, c'est de commencer par animer ce type d'ateliers qui sont super accessibles, qui s'expliquent super facilement, et c'est un premier pas vers le DDD qui effectivement est essentiel, et j'y ai même pas pensé, parce que c'est vrai que je commence tous mes projets par ça, mais oui, en fait, mon introduction au DDD, elle commence jour 1 quand on fait l'event storming avec toute l'équipe. Moi, je me disais la même chose, on parlait d'introduction à DDD, mais on a fini un petit peu avec les travers qu'ont tous les DDDistes. On a employé énormément de termes spécifiques. C'est une grave maladie, il faut absolument qu'on se soigne un petit peu. Il n'empêche je pense qu'on a donné plein de portes d'entrée à ceux qui sont curieux. Il y a de la vulgarisation, pour le dire vulgairement, il y a de la vulgarisation autour de DDD, il y a des bouquins, il y a des meet-ups, il y a des articles de blog, il y a des podcasts, il y a des lives, il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses. Moi, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est si vous êtes seul pour apprendre ça, restez pas seul, essayez de trouver des collègues pour vous aiguiller, vous aider, et vous lancez pas là-dedans tout seul sur un projet grandeur nature. Je pense que ça me paraît être une marche qui est un peu haute. Au moins être 2, même 2 débutants, c'est pas grave, mais au moins être 2 pour porter le truc. Enfin, c'est l'avis que j'en aurais, et c'est le conseil que je donnerais pour clore ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Et par contre, il y a un truc, je me rends compte qu'on n'a pas parlé du bouquin qui, pour moi, aujourd'hui, est la meilleure intro si tu veux commencer et lire un bouquin. Pour moi, aujourd'hui, il faut lire Domain Driven Design Distilled de Von Vernon, qui est un petit livre vert. Et si vous avez envie d'un livre en support pour commencer, en plus d'aller chercher des meet-ups, etc., prenez-vous Domain Driven Design Distilled. Pour moi, c'est une des meilleures intros, et sinon, je partage parfaitement, Sylvain. Il y a juste un truc que je voulais rajouter sur ce que t'as dit. Le fait qu'on ait utilisé beaucoup de termes ici, en fait, ce qui est assez difficile, c'est que si on veut aller à certaines étapes dans le DDD, des fois, il faut aussi parler de certains termes, et c'est ça qui est un peu embêtant. Là, on a parlé d'outils, on a parlé de plein de choses, mais voilà, en fait, le truc, moi, je pense qui est quand même intéressant, c'est que même si on commence en disant pas les termes pour que les gens s'habituent, quand même au bout d'un moment leur donner le terme pour éviter d'avoir à tout réexpliquer à chaque fois, quoi. À partir du moment où c'est acquis, c'est bien de l'avoir quand même. À un moment, il faut le terme. On a le même sur les design patterns. C'est super bien de comprendre un design pattern, mais à un moment, quand on communique en équipe,
une fois qu'on l'a défini, qu'on l'a réexpliqué, il faut nommer un chat un chat. On peut employer le nom. Après, ce qu'on disait, c'était de pas l'employer en premier. C'est ça. Je valide ton choix de bouquin, Colin. Alors je l'ai pas lu, je l'ai pas parcouru, mais je l'ai parcouru rapidement en l'empruntant. Il a l'air quand même beaucoup moins velu que ses compères précédents. Pour aller un peu plus loin, moi j'ai beaucoup apprécié, pareil, même si je l'ai pas fini, puisque je finis jamais un bouquin tech, c'est Domain Modeling Made Functional par Scott Lachine, qui est super intéressant, qui offre une approche plus fonctionnelle justement de la modélisation, et qui est aussi super intéressant, qui m'a pas mal inspiré sur pas mal de choses. Un petit mot de la fin, messieurs. Moi je vais citer un podcast que je cite très souvent sur le DDD, où la personne qui tient le podcast conclut son épisode en disant: je pense que pour apprendre le DDD, il faut commencer par apprendre le DDD. Et c'est Puckin Dev, le podcast, donc allez l'écouter, c'est très cool. Oh wait, il est sympa. Il est sympa. Anthony, le petit mot de la fin. En fait, moi je voulais dire que le DDD aussi, parce juste pour faire une ouverture, ça s'applique pas forcément qu'au back, comme j'ai tendance à entendre beaucoup, mais aussi au front, parce que c'est une méthodologie, c'est pas une méthodologie, c'est plutôt une approche avec plein d'outils qui sont pas réservés à juste un domaine algorithmique. Eh bien, peut-être qu'on fera un épisode prochainement là-dessus, sur comment appliquer le DDD sur le front. C'est un truc qui m'intéresse, Anthony. Donc, peut-être que vous aurez la malchance d'entendre à nouveau ces voix-là sur d'autres épisodes. Coup dur. Trop difficile. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.